Bon, Geoffrey, Benjamin, je suis ravi de vous avoir tous les deux, ça fait plaisir. Donc déjà, première question. Attends, on va quand même te saluer, mon Régis. Ça nous fait plaisir aussi, quand même. C'est un plaisir. Dans ce cadre magnifique, hein, franchement, ça fait plaisir. Bon, écoutez, ça fait plaisir. Comment ça va déjà? Je vais poser la question, parce qu'on ne pose jamais la question. Mais écoute, moi, ça va super. Voilà. Ça va nickel aussi, on a le beau temps qui est arrivé, donc c'est parfait. On est bien. Bon. Quelles sont vos activités là en ce moment là? Du coup, toi, Geoffrey, entraîneur de Pérol? Entraîneur de Pérol, effectivement. Après, j'espère trouver encore autre chose, mais pour l'instant, ma principale activité, c'est entraîner l'équipe de Pérol et ça me plaît énormément. J'ai un super groupe, j'ai des bons gars, donc c'est un grand plaisir. Super. Benjamin, toi, joueur à l'ES Gros du Roi? Ouais, c'est ça, joueur au Gros du Roi. Il est présent, voilà. Je fais acte de présence. Je crois que j'ai entendu 13 passes décisives et 5 buts, hein, c'est ça? Ouais. Après, il dit que j'ai fait une saison de merde, bah, j'étais un peu blessé, tu vois. Ouais. Mais bon, j'ai pas joué contre Pérol, il a eu de la chance. Et deuxième casquette, consultant à la radio France Bleu. Et troisième casquette, gérant de barbeur, j'ai ouvert 2 barbeurs Montpellier. On y reviendra là-dessus, là, sur la réorientation professionnelle, parce que c'est intéressant ça aussi. Hein. Je vais commencer par Geoffrey. Tu commences ta carrière au LOSC, tu as 18 ans. Ouais. 2 ans en deuxième division, puis premier match en première division, c'est le, je me rappelle, 17 février 2001. Contre eux. Alors si tu prends en cours de jeu, mon premier match où je suis rentré, c'est Guingamp. Comment ça se passe ces 3 ans là du coup? Les 2 ans en deuxième division, puis la montée. En fait, il faut savoir qu'avant, j'étais déjà dans l'effectif professionnel, sauf que j'avais très peu de temps de jeu. Donc en fait, les 2 ans où j'étais pro, j'ai joué quasi très rarement, où je faisais des bancs comme je te l'ai dit, où je rentrais 10 minutes, mais j'allais principalement avec la réserve, jusqu'au jour où j'avais besoin moi de m'aguerrir. Donc là, à ce moment-là, je demande de partir 2 ans donc à l'ES Pascal qui était juste à côté de Lille, donc ça m'allait très bien parce que j'avais pas besoin de déménager et ils pouvaient venir me voir jouer. Et en fait, ça m'a fait un bien énorme de jouer en Ligue 2 parce que ça m'a vraiment aguerri dans le monde des adultes en fait. C'est la première fois que je faisais une saison complète avec des adultes et cette compétition-là, c'est ce qui a lancé ma carrière. Benjamin, toi, tu es un pur produit occitan, tu es né à Auch, dans le Gers, et tu as participé à un stage de détection avec l'équipe de France et tu seras rappelé régulièrement en U18 et en U19 après derrière. Quel souvenir t'as de ça? Alors le stage, pour être honnête, c'est les pré-France, ça s'appelle, ça dure que 2-3 jours. Je me rappelle plus trop, je me rappelle plus des sélections après, comme si j'avais été pris. Et c'est vrai qu'on était une génération, on avait une très bonne équipe. Et c'est vrai que de chanter la Marseillaise, on a pas mal voyagé. Après bon, on n'a pas fait le championnat d'Europe, on s'était fait éliminer. Mais on était allé 2-3 fois en Ukraine, un peu partout. Et c'est vrai que j'ai gardé des potes de cette génération-là, parce qu'on avait une vraie équipe qui ont percé, qui sont vraiment connus. On avait Lassana Diarra, Gaël Clichy, Jimmy Briand, Mathieu Debuchy, il y en avait plein, on avait une belle équipe. C'est vrai que c'est dommage qu'avec ces générations, on n'ait pas fait, on n'a pas gagné d'Euro ou on n'a pas gagné de Coupe du Monde comme la génération d'avant, parce que les 84, la génération juste avant, eux ont été champions du monde, donc on avait ce poids-là un petit peu. Mais c'est vrai que après c'est des super, tu gardes des potes, je les recroise de temps en temps, puis tu voyages, et c'est vrai que chanter la Marseillaise c'est quelque chose aussi. Et qu'est-ce qui vous a manqué d'après toi? Il nous a manqué, en fait quand tu as 18-19 ans en sélection, en fait eux ils jouent ensemble depuis 15 ans, en fait ça monte comme ça. Et après il y avait les espoirs et c'est là en espoir c'est là qu'on passe le cap. Et je pense qu'il y a eu un renouvellement de joueurs et sur 2-3 matchs on n'a pas fait ce qu'il fallait. À l'étranger on s'est fait bouger, on était une équipe qui n'aimait pas se faire bouger. Et on se fait éliminer, même pas qualifié pour les championnats d'Europe. Et là c'est parti en sucette après parce que en fait on s'est dit au revoir sans le savoir, on ne rejouerait plus jamais ensemble. En sachant que vous étiez sponsorisé par Chupa Chups. Voilà, c'est ça. D'où le principe de partir en Suisse. Premier match, Guingamp-Lille, victoire 1-0, tu as un souvenir en particulier? On avait fait un partout. Il me semble qu'on avait fait un partout. Parce que je sais qu'on avait pris un but à la toute dernière minute et c'est la première fois que j'entendais un club pro, enfin un vestiaire pro entre guillemets s'engueuler entre eux par rapport à la connerie. Il paraît que c'est toi qui perds la balle. Non, pas du tout, j'avais fait une rentrée extraordinaire, j'aurais dû. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais le souvenir c'est une fierté. Une fierté parce que en plus le match était à Guingamp-Pré-Joris à l'époque. Parce qu'on jouait encore là-bas, ça remonte tellement loin pour ceux qui se souviennent. Mais c'est la fierté d'avoir été formé à Lille, que j'ai fait tout mon cursus. Et mon rêve c'était de fouler cette pelouse à ce moment-là et j'ai eu cette chance-là. Et moi je suis rentré, j'en avais plein les yeux. Quoi, voilà. Le plus dur pour moi c'était de rester focalisé sur le fait que j'y suis. Quoi. Benjamin, à ce moment-là, quand tu es en équipe de France, tu es au centre à Toulouse. Ouais.
Au-delà du niveau des joueurs, bon, je rappelle que tu as été avec Lassana Diarra, bon, Momo Sissoko, tu m'as dit Gaël Clichy. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce qui est différent en équipe de France qu'en période de formation? Alors, ce qui est différent, c'est que quand tu vas là-bas, en fait, c'est comme tu discutes, parce que tu connais pas. Quand tu es en centre de formation, tu es dans ton club à Toulouse, tu sais pas comment ça se passe, les autres centres, les choses, comment ça se passe et tout. Et ce qui est bien, c'est quand tu vas en sélection, c'est que tu discutes avec tes collègues, du coup, et tu sais, à Rennes, un peu de partout, on était de partout, tu sais comment ça se passe. Et ça, c'est vrai que c'est toujours sympa, parce qu'ils t'expliquent la politique là-bas, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils demandent. Ils t'expliquent le niveau contractuel, où ils en sont, tu peux comparer un petit peu. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de savoir à droite à gauche ce qui se passe, d'apprendre de toutes les expériences, quoi. C'est ça qui est cool. Et ce que tu apprends vraiment techniquement en équipe de France, c'est un niveau au-dessus, parce que tu joues qu'avec les meilleurs joueurs de... C'est un niveau international, c'est un niveau, les matchs c'est très compliqué, tu gagnes, nous on jouait en 17 ou en 18 ans dans nos clubs, mais là on se rapprochait plus quand on joue des matchs internationaux contre des belles nations, tu te rapproches de matchs de CFA, alors qu'on est jeune, mais de CFA, voire de national, parce qu'il y a du niveau. Donc ça, c'est sûr que tu apprends le degré d'exigence. Après, niveau entraînement, quand tu es en sélection, tu bosses pas forcément trop parce que tu vas juste pour peaufiner de la tactique, préparer les matchs, mais tu bosses pas vraiment forcément le foncier, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que là, tu vois que tu as des paliers à gravir. Un match international, ça n'a rien à voir avec un match normal. Et est-ce que c'est pas trop dur de jouer qu'avec des mecs finalement que tu vois 10 jours? C'est ça la difficulté du sélectionneur, c'est qu'il ne voit jamais, il nous a jamais. C'est au gros du roi, hein. Les joueurs ne voient que 10 jours. C'est pas facile aussi. C'est compliqué pour eux. Pardon, je t'ai coupé. C'est parce qu'il nous a accrochés cette saison, il nous a accrochés. C'est compliqué pour un sélectionneur parce que comme tu dis, c'est vrai, il a les joueurs que 10 jours dans l'année ou tous les 3-4 mois et il faut qu'il arrive à créer une équipe. Donc déjà, il faut qu'il arrive à choisir ses joueurs. Déjà, donc il juge sur quoi? Il juge sur quelques entraînements. C'est jouer rien. Et après, il faut qu'il trouve la meilleure tactique en fonction des joueurs qu'il a. C'est ça qui est assez compliqué. Geoffrey, tu reviens au LOSC. Ensuite, tu participes aux épopées européennes. Victoire en Coupe Intertoto 2004. Exact, ouais. Coupe UEFA où vous finissez premier de votre groupe devant Séville, puis élimination contre Bâle en phase finale. Là, je suppose que tu as des regrets un petit peu. Avec du recul, qu'est-ce qui a manqué à Lille pour se qualifier contre une équipe qui était abordable en soi? L'expérience européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce que tu dis là, c'est une équipe avec énormément de jeunes. Là, quand moi je reviens, c'est la plupart des joueurs, ils ont peut-être une ou deux saisons en Ligue 1 seulement. On avait été récupéré à l'époque des Mathieu Chalmé qui jouait à Libourne, on avait Mathieu Bonnemer qui arrivait de Caen, on avait Mathis Silou qui était formé avec nous, on avait 2-3 joueurs d'expérience comme Philippe Brunel, Christophe Landrin, on avait même Raphaël Schmitz qui arrivait du Brésil. Donc en fait, on avait une belle équipe, mais il nous a manqué... Vous jouez la Ligue des Champions 2005-2006 après avoir été vice-champion de France en 2005. Ouais. Particularité, Lille ne possède toujours pas de stade homologué. Du coup, vous ne trouvez pas d'accord avec Bollaert. Ouais. Et les matchs sont délocalisés au Stade de France. Ouais. Qu'est-ce que ça engendre, ça, finalement? Moi, j'étais trop content. Ah ouais? Je me suis dit, peut-être que j'aurais jamais l'occasion de jouer au Stade de France, sauf si tu fais une finale, sauf si c'est international, sauf que je savais très bien que j'allais pas l'être. Ouais. Donc moi, j'étais super content de découvrir ce stade-là. Et pour le soutien du public? Ça a été un peu particulier, mais là, c'est purement égoïste. Ouais. C'est purement égoïste. Et même à Bollaert, comment ça se serait passé, on ne sait pas. Il y a quand même cette rivalité. Ouais. Parfois, je me dis, il vaut mieux peut-être faire 2 heures de route en étant tranquille que d'arriver à Bollaert et que ça se passe mal. Ouais. Voilà. Donc, mais à côté de ça, au-delà du Stade de France, c'est de jouer la Ligue des Champions. Moi, de jouer la Ligue des Champions, enfin... C'est la compétition la plus dure que tu as jouée? Ah ouais, la Ligue des Champions... On dirait que du coup, tu n'as jamais de pression parce que tu as tellement de plaisir quand tu rentres. Ah si, la pression, je l'ai. Mais j'ai une faculté, après on va pas se mentir, tu me connais au quotidien. Moi, la faculté que j'ai, c'est que pour extérioriser cette pression-là, il faut que je parle, il faut que je rigole, il faut que je détende l'atmosphère. Il a fallu que je me discipline tactiquement, il a fallu que je progresse techniquement et que je progresse dans ma vision du jeu parce que tout va plus vite. Ça paraît con, mais Ligue 1, Ligue des Champions, c'est encore un niveau... voilà, la moindre erreur peut être déstabilisante. Tu peux te faire tailler, tu peux prendre un but sur une erreur d'inattention. Et en fait, j'avais cette pression-là, mais je savais ce que j'avais à faire aussi. Donc à un moment donné, c'est l'expérience, tu vois, là ça faisait 4-5 ans que j'ai commencé à être professionnel, que je m'entraînais, mais il y a aussi les anciens. Que tu le veuilles ou non, c'est là où parfois je parle avec les jeunes, ou écouter les anciens. Moi, les mecs sont venus me parler en disant, ok, ça va se passer comme ça, voilà, pas de pression, on a confiance en toi, fais ci, fais ça, si tu rates, c'est pas grave. Et mine de rien, ça t'enlève un peu cette pression-là. C'est le troisième, derrière Villarreal et Lisbonne.
Des regrets là, non? Un petit peu. Même si j'ai compris le sens des équipes qui ont l'habitude des épopées européennes. Et du coup, tu as peut-être dû sentir là aussi en fait. En fait, ce qui est le plus impressionnant dans tout ça, c'est même pas le fait qu'en fait on finisse derrière Villarreal et Benfica, c'est que ce soit Manchester qui soit derrière nous. C'est plus ça le paradoxe avec l'équipe qu'ils avaient. Parce que Villarreal, bon après attention, Villarreal, il y avait les Forlan, les Riquelme, donc c'est la grosse équipe de Villarreal. C'est plus Benfica qui est nous, entre guillemets, où on doit finir 3e et 4e, et avec Villarreal et Manchester qui doit finir loin devant nous. Mais nous, en fait, on a joué sans pression. Après, on n'avait pas des matchs spectaculaires. Je crois qu'on fait 3-0-0, je crois qu'on a marqué qu'un but. Donc, tu vois, on a gagné 1-0, on a fait 3-0-0 et perdu 2 fois 1-0. Donc, nous, il n'y avait pas trop de spectacle. Donc, nous, en fait, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Et en fait, on est même content d'être reversé en Europa League. Voilà, parce que du coup, on s'attendait à être dernier. On voulait juste limiter la casse. Donc, nous, on était contents. Benjamin, je reviens vers toi. Premier match en Ligue 1, tu t'en rappelles ou pas? La date? C'est dur ça, pour vous. Le match, normalement, on s'en souvient toujours, mais... 13 novembre 2004, contre Rennes. Quel souvenir? C'est mitigé parce que je suis passé par toutes les émotions. Parce qu'en fait, en plus, je fais mon premier match en Ligue 1. On le fait en même temps avec mon meilleur ami qui était au stade de formation, Daniel Congré, qui est un ancien joueur d'ici. Et il rentre 10 minutes avant moi. Donc ça, on s'en parle encore. Et en fait, je rentre comme Geoffrey. C'est pareil, je rentre, j'étais stade plein là-bas à Rennes. J'étais comme ça. Je rentre à 0-0 en plus. Pour le contexte, c'était pas facile. Ils ont perdu 3-0. Premier ballon, pied qui tremble et tout. On fait une balle, je fais une remise, pied qui tremble, donc remise mi-molle, horrible. Alors mes deux coéquipiers de sélection qui me font le coup en plus. Donc je crois que c'est Arnold Mbouemba, qui était un joueur de Rennes, un numéro 6 très très fort. Donc qui récupère ma balle, il la met à Jimmy Briand, son pote, il met deux potes de sélection, Jimmy Briand face à face, il marque. Au bout de 30 secondes, j'étais sur le Donc finalement, t'as mauvaise passe. Arnold Mbouemba, il la récupère et il y a but derrière en fait. Quoi. Il y a but. Donc là, je regarde le banc, je regarde les autres. Entrée décisive. Entrée décisive. Bah oui, voilà. Donc je regarde et je sais un petit peu. J'aurais bien aimé, putain, j'aurais bien aimé. Du coup, je connais un peu le foot et je sais qu'il y en a, ils se sont flingués des carrières pour moins que ça. Ouais. Donc là, je regarde un peu le banc, je regarde partout. Je vois mon coach, il était comme ça. Je vois mes collègues, ils me regardent comme ça. J'ai dit, c'est chaud, j'ai dit, je suis mort. Tout le stade, j'ai pas l'habitude en plus. Il y a 30 000 personnes qui crient et tout. J'ai dit, c'est moi le responsable et tout. Et coup de chance, 10 minutes après, j'ai un ballon, je fais un bon truc et je fais une passe à mon attaquant en profondeur et il marque. Donc je fais la passe D, on fait un partout sur le match. Donc j'arrive, une erreur, un truc. Sur ça, je suis passé par toutes les émotions. Mais c'est vrai que c'était un super souvenir après au final parce que je ne le savais pas, mais parce que j'arrivais pas, j'étais dans un état, tu sais pas. Et j'avais fait en fait une super rentrée, ce que m'ont dit après, et ça m'a permis le week-end d'après, il me met titulaire à domicile pour mon premier match titulaire à domicile. Et ça c'était cool. Quoi. Ça se finit bien finalement. Ça se finit bien. Ouais. Ça se finit bien. Geoffrey, à cette époque, l'équipe elle est composée de joueurs connus ou qui deviendront connus. Tu l'as cité, Bodmer, il y a Matt Moussilou, Fauvergue, Odem Wingui, Miralas, Cabaye, Makoun, Kader Keita, Mathieu Debuchy. Bon, déjà, on peut constater que ça va très vite devant, avec toi en plus. Ouais, qui allait vite à cette époque-là. Ouais, non, on avait une belle équipe. Mais en fait, tous ces joueurs-là, et ce qui est bien, c'est qu'il y a une longévité dans ce groupe, en fait. C'est qu'on est restés 4-5 ans tous ensemble. Donc à force, c'est pour ça que les résultats ont été bons avec Lille. C'est pour ça que parfois, moi, quand je vois les équipes qui changent 15 ou 20 joueurs, il n'y a aucune garantie. Et nous, on a eu cette chance-là, c'est que nous, en plus, on avait un super groupe. On sait tous qu'on est venu d'en bas, en fait. Ouais. Parce que Bodmer est arrivé de Ligue 2, comme je t'ai dit, Chalmé en national à Libourne. Moi, je revenais de Wascal en Ligue 2. Et on a appris petit à petit, Cabaye était issu du centre de formation, Matt Moussilou pareil. Et en fait, on a évolué ensemble et on a progressé ensemble et on se connaissait quasiment par cœur ensemble. Le plus chambreur. Le plus chambreur. Le meilleur techniquement. Sur cette époque lilloise ou de tout ce que j'ai vécu? Non, Mathieu Bodmer. Ah ouais. Mieux que Hazard? Mieux que Hazard? J'ai pas connu Hazard. J'ai pas joué avec Hazard. Mais Mathieu Bodmer, c'était l'aisance. Le mec, t'avais l'impression qu'il était mou, nonchalant, mais il avait une vision du jeu, une technique. C'était au-dessus. Le moins bon techniquement? Le moins bon techniquement, alors, je te dirais Jean Demacoux. Ah ouais. D'accord. C'était un joueur de dingue, mais c'est pas lui qui allait te faire, je parle techniquement sur l'aisance technique, où le mec il va te faire un contrôle orienté. Par contre lui c'était propre, c'est-à-dire que lui il allait au duel, il récupérait, derrière c'était propre. Il avait fait son travail. Donc c'est pour ça que je dis techniquement, en technique pure. C'est pas qu'il n'était pas technique, mais c'est qu'il n'y avait rien de révolutionnaire, rien de révolutionnaire dans son jeu, mais c'était propre. Benjamin, après FC7, Nîmes, Boulogne,
La CA montée en Ligue 2, comment ça se passe cette année? En fait, l'année de la fête, il faut regarder, c'est un petit peu l'épopée qui est folle. Parce que moi, j'arrive au club, on est en national, on est 16e de national. J'arrive en cours de saison. C'est un club, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien. J'arrive, c'est l'entraînement, c'est le soir. C'est maillot de la Juve, maillot de Nice, maillot de l'Inter. Il n'y a pas d'affaires, on n'a pas la même tenue. On n'a pas de chasuble, on a 2 ballons, on n'a rien. On est une bande de collègues. C'est tout. Amateur total. Donc, je ne sais pas comment on fait déjà. On monte du national. À la boutique, mon maillot. Tiens, là, Ça me fait plaisir. Excusez-nous, mais je savais même pas, ça me touche. Oui, bien sûr. Et du coup, ouais, j'arrive là et je sais pas comment on fait parce qu'on a un terrain pourri, on n'a rien et on fait une saison de fou et on monte de national à Ligue 2. Déjà, c'est incroyable. On comprend pas, c'est fou. Nous non plus, on n'avait pas compris. Personne n'a compris. Et donc, on arrive en Ligue 2, là, on arrive dans le monde pro et tout, différent. Ils gardent l'ossature, on garde pas mal de copains et tout, mais j'ai dit en Ligue 2, moi je connaissais un petit peu la Ligue 2 et tout, j'ai dit, les gars, on est mort. J'ai dit, on va se faire, ouais, on va aller jouer devant 10 000 personnes, 15 000 personnes. Il y avait Lens, il y avait des équipes comme ça en Ligue 2. J'ai dit, on est mort, les gars. J'ai dit, on va. Et ils recrutent 3-4 gars, pas plus. Et les 3-4 gars, ça cartonne. Piocel, on avait André Ayou qui arrivait en près de Marseille. On avait 3-4 gars. Et je sais pas comment ça se fait, on fait la saison. Après en Ligue 1. Après en Ligue 1, Rémi, il arrive. Et du coup, la saison de Ligue 2, je sais pas comment on fait, me demande pas, c'est les planètes alignées, on gagnait des fois 1-0 à l'arrache et tout, et on remonte. Là, c'était encore plus fou. Et après, on arrive en Ligue 1, c'est là que tous ces joueurs arrivent. En Ligue 1, par contre, le club, on a changé de président. Et le nouveau président avait une politique complètement différente de l'ancien. Et lui, c'était une politique de masse. De sacrés joueurs, mais le problème qu'on a eu, c'est qu'ils sont arrivés à. En fait, on fait la reprise. Bon, déjà, c'était bancal, c'était n'importe quoi. Bon, il y a eu des histoires à la reprise et tout. On a fait la reprise, on est 7 joueurs à la reprise. En Ligue 1, on a préparé une prépa. Donc il y a des moi qui me plains un peu rôle. Non, mais là, on est 7 joueurs. En fait, le président nous avait donné une reprise qui n'était pas la même que le coach. Parce que le président voulait se séparer du coach. Donc déjà, tu vois que là, ça part mal. On arrive à la reprise, il n'y a pas de coach. Et 2 semaines après, on part en stage. On est 34. Donc ça veut dire qu'en 2 semaines, tous les jours, je lisais l'équipe ou le journal là-bas à Avignon. Tous les jours, il y avait 2-3 joueurs qui arrivaient. Je voyais signature. Donc on a les gars du Real, on a les Grecs qui sont arrivés. Ça arrivait par 2 ou 3. Ça arrivait tout le temps. Ça arrivait. Comment tu veux faire? Il y avait des bons joueurs. Kamel Meriem, c'est un super joueur. On en a eu plein. Mais comment, à 1 semaine du championnat, on a fait un amical où on est à peu près joué ensemble. Mais on ne se connaissait pas. Ça parlait toutes les langues. On ne se connaissait pas. Tu peux mettre des bons joueurs. Si tu n'as pas fait de prépa, si tu n'as pas fait de tactique, si tu n'as rien fait, ben, tu peux pas. Geoffrey, Saint-Etienne, tes meilleures années en termes de stats. Pourtant, la première année, elle laisse à désirer, 2006-2007. La deuxième saison, elle est un peu plus prometteuse. Avec Non, arrête de. Comment ça, c'est laisse à désirer? la première J'ai année, encore mal au dos à avoir porté Geoffroy Guichard. non, la première année, vous avez un classement qui est moyen. Deuxième saison plus prometteuse avec une stat inégalée. Vous êtes 5e avec seulement 4 buts encaissés à domicile. Et la dernière année, 2007-2008, elle maintient in extremis en fait, quoi, du coup. 2008-2009, pardon, maintient in extremis, avec, je crois, la dernière journée, vous vous sauvez. Comment ça se passe cette saison? Et comment tu passes du haut de tableau à Lille avec un maintien Saint-Étienne mentalement? En fait, Saint-Étienne, ça a été déjà que la première année où moi j'arrive, c'est seulement la deuxième saison où ils sont en Ligue 1. C'est-à-dire qu'ils venaient de monter de Ligue 2, ils ont bâti, moi j'arrive, c'est encore un club en reconstruction. Donc beaucoup de nouveaux joueurs, on apprend à se connaître. Et pour l'année où on se sauve à la dernière journée, sur la saison 2007-2008, on retrouve l'Europe. Comme tu dis, on finit 5e, on retrouve l'Europe. Ça fait 30 ans que Saint-Étienne attend ça. Donc autant te dire que c'est la fête au village. Et le problème, c'est que cette épopée européenne, parce qu'on fait un bon parcours, nous tue en championnat. C'est-à-dire qu'on a fait un super parcours européen. On a été super loin, mais dès qu'on jouait le mercredi, on perdait le week-end. C'est cuit. Je ne sais pas si c'est mental ou si quelque part, pour certains, c'était on veut absolument briller en Europe et en championnat, bon, c'est pas très grave. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais, à force de dire ça va aller, quand tu arrives à 5-6 journées de la fin, tu dis ça va peut-être pas tant que ça en fait, tu vois. Donc ouais, on s'est sauvé in extremis. Donc tout le monde était content du parcours européen, mais on revient de loin. Mais ça a servi de leçon aussi à beaucoup de joueurs. Ça a servi beaucoup de leçons. Il y a des leaders qui sont ressortis à cette période-là, là, compliquée un petit peu ou... Ouais. Celui qui s'est affirmé, c'est Louis Perrin.
c'est Loïc Perrin. C'est là où lui, voilà, l'enfant du pays, où petit à petit, il a commencé à devenir le porte-parole, le capitaine. Lui, c'est quelqu'un qui savait très bien qu'il allait quasiment faire toute sa vie à Saint-Etienne, tu vois. Alors qu'on dit souvent dans le football, t'es que de passage. Ouais. Mais la ligne de conduite, et là où il a eu raison, c'est qu'à un moment donné, quelle que soit l'issue de chacun, t'as un devoir de maintenir ce club en Ligue 1. Donc ceux qui veulent pas, entre guillemets, se mettre minable pour le sauver et aller voir ailleurs, laissez-nous tranquilles, tu vois. D'accord. Voilà. Nous, on veut garder, si on doit être que 16, on sera que 16, mais on veut 16 mecs qui veulent sauver le club. Voilà. Et c'est un peu, mine de rien, ce qui s'est passé. Geoffrey, on va parler d'un bon passage, Montpellier. Pourquoi tu dis ça comme si t'étais le seul? Pourquoi tu dis ça? On va enfin parler d'un bon passage. On va parler d'un bon passage. J'ai pas mis non, ouais, non, c'est clair. Mais comment tu le ressens, ce passage? À Montpellier? Ouais. C'est l'apothéose de ma carrière. Je ne peux pas rêver mieux, mais non, mais c'est vrai. Moi, déjà, ce que j'ai fait, comme je te disais, moi, je pars. J'étais un bon joueur, tu vois. On va pas être prétentieux ni sous-côté. J'étais un bon joueur de Ligue 1. J'étais pas le phénomène, mais quand je vois déjà que avec mon club formateur, j'arrive à toucher la Ligue des Champions, j'arrive à retrouver l'Europe avec Saint-Etienne. Déjà, pour moi, je me dis, mais je suis un peu touché par la grâce, parce qu'il faut voir ce que c'est. Enfin, Geoffroy Guichard, vous savez ce que c'est, hein? Ouais, c'est 35 000 tous les week-ends. Fallait voir l'ambiance qu'il y avait. Je suis vice-champion de France. Je fais des matchs de Coupe d'Europe. À ce moment-là où j'arrive à Montpellier, j'ai déjà une quarantaine de matchs européens, j'ai déjà pas mal de matchs en Ligue 1, la Ligue des Champions. Enfin, c'est parfait. Moi, quand je viens à Montpellier, c'est pour bâtir une équipe avec, comme dirait Benji, les mots du président m'ont touché. Toi, c'est l'osé. Même pas. Mais, parce que j'avais de meilleures propositions aussi. Mais voilà, je suis arrivé là en me disant, voilà, j'ai envie d'un nouveau projet. J'arrive à un stade où j'ai vu plein de belles choses. Je veux faire partie d'un groupe. Et je trouvais que Montpellier, c'était... voilà. Et j'arrive là. Je me dis, putain, mais je suis encore béni des dieux. J'arrive à être champion de France avec Montpellier qui est absolument impensable. Une équipe de malades, tu regardes sur le papier, on a une belle équipe. Ouais, c'est ce que je veux dire. On a juste une belle équipe. Parce qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui tu connais Giroud. Mais l'année, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année où on est champion, c'est seulement sa deuxième année en Ligue 1. Il arrive de Tours. Donc en fait, c'est une nouvelle expérience. Belanda, tu ne le connais pas. Il sort du centre de formation. Cabella, il vient de Arlavignon, c'est moi. Voilà, t'as tous les mecs qui sont issus du centre de formation. Les seuls qui sont connus, c'est Vittorino Hilton, qui arrive de Marseille et qui a déjà eu une carrière extraordinaire. On va dire c'est Romain Pitot, Cyril Denchamp et moi. Parce que Mapou, c'est un jeune à ce moment-là aussi. Eh oui, pareil. On recrute Henri Bédimo qui était descendu avec Lens. Donc on n'a pas pris des phénomènes, mais on a pris un groupe. Et comme je te dis, Montpellier... 35 matchs, sur 38 en ayant marqué au moins un but, première défense de Ligue 1 avec Toulouse. Est-ce que finalement c'est réellement une surprise ce titre, en vrai? Parce que tout le monde dit c'est une surprise. Oui, ouais, non, si tu regardes statistiquement, mais si tu parles du début de saison, on n'a rien volé. Franchement, on n'a rien volé. Sincèrement, même tous les matchs qu'on a gagnés, on les a mérités. On a toujours été au bout des choses. On n'a jamais fait un hold-up, réellement. On a fait peut-être un ou deux sur l'année, mais un ou deux hold-up sur 38 matchs, à un moment donné, c'est plus anodin. Ouais, de la première journée, par exemple, ça fait partie des matchs hold-up. Mais sur 38 journées, finalement, tu te dis, c'est rien. Deux hold-up, c'est... Et derrière, on avait une défense solide, on avait une équipe où, franchement, pour nous battre, il fallait vraiment qu'on passe au travers et où il fallait vraiment être plus fort que nous, tu vois. Et on avait un entraîneur qui veillait sur ça. Et après, comme l'a dit Benji, à un moment donné, il y a tout pour toi. Il y a tout pour toi. Tu gagnes des matchs 1-0, souvent dans les 5 dernières minutes parce qu'on lâchait rien. T'as le petit coup du destin, t'as plein de choses. Et franchement, ce groupe le méritait. Honnêtement, quand tu regardes, moi je dis toujours, à défaut de regarder le nombre de buts, le nombre de ceci, c'est le nombre de points. Aujourd'hui, je regarde depuis peut-être 10 ou moins 20 ans, le nombre d'équipes qui ont fini champion avec 82 points. C'est Paris, c'est Lyon des grandes épopées. Nous, c'est Montpellier. 82 points, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, il faut se mettre en tête que pour arriver à ce niveau-là, pour te dire qu'aujourd'hui, ces derniers temps, tu dis Montpellier a fait une excellente saison en ayant 60-64 points. On en a quand même 16 de plus. Donc voilà, et pour revenir à ta question initiale, c'est l'apothéose de ma carrière. Aujourd'hui, quand j'ai soulevé ce titre, je me dis, je peux finir le football tranquillement. J'ai tout vécu. Et comme un gamin, c'est un rêve éveillé. C'est l'esprit. C'est pas un peu René Girard aussi qui vous le met dedans? Bien sûr. Pour l'anecdote que tout le monde va te parler, c'est le fameux dernier match avant la trêve où on va à Évian-Thonon, avant les vacances de Noël. On est deuxième. On est Montpellier, on est deuxième. On perd 4-2 là-bas, on fait un mauvais match. On perd 4-2, on est puni. T'es deuxième à la trêve. Et il te pourrit comme si on était relégable. Il te dit, j'espère que vous allez passer des mauvaises vacances. J'espère que quand vous allez vous regarder dans une glace, vous allez vous trouver nul. Il nous a tués, il nous a pourri nos vacances. Mais pour nous faire revenir avec... Alors que t'es deuxième à ce moment-là. Nous, on nous demandait juste d'être dans les 10 premiers. T'es deuxième, on te tue. Lui, par contre, il t'explique, il parle plus, non, en fait, non, c'est ça? Pas plus que ça. Pas plus que ça non plus. Mais en fait, René Girard, c'est dur.
Il a ce côté caractériel que tu peux voir ou quoi que ce soit, mais c'est un mec super humain. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, par exemple, je vais te dire, alors tu vas me dire c'est normal, mais à un moment donné, moi j'ai ma femme qui accouche, je vais le voir, je dis voilà, je pourrais pas être là, là, hein. Il m'a dit prends le temps que tu veux. Il faut que ta femme soit là. Si tu as un problème, tu viens me parler. Quand on avait un souci extra ou quoi que ce soit, tu allais le voir, sans problème. Pour ça, il était très humain. Par contre, quand il était sur le terrain, c'était peu pareil. Et ça, j'ai adoré. Benjamin, Puy-en-Velay, Fun, Narbonne, hein, pour ceux qui... Puy-en-Velay. On passe de titre à Montpellier. Ok, d'accord. C'est bien, non, mais tu n'as pas le grand écart. Tu savais où c'était sur la carte, ça va. Non, pas du tout. Bon, Narbonne, tu connaissais. Après Agde, ES Gros-du-Roi. Ton regard sur le football amateur, la mentalité. Tu vois, j'ai été assez surpris. Mais pas forcément positivement. Parce que je me disais, le monde pro, c'est la jungle. Je me disais, mais en amateur, pour moi, j'avais une mauvaise image. Mais je me disais, c'est pas dire guinguette, attention, mais c'était le côté festif, le côté sympa, foot avec les copains et tout. Et en fait, je m'aperçois qu'en amateur, il y a autant de. Ça ressemble, c'est un petit monde pro, voire pire des fois. Bah, ça se regarde tout le temps de travers. En plus, il y a plein de facteurs différents. Mais t'en as qui sont payés des fois dans les clubs, d'autres qui ne le sont pas, donc ils te regardent de travers. Il y a de la jalousie autant qu'en pro. Et je m'aperçois que parfois le monde amateur, c'est pire. C'est encore pire. C'est encore pire. Et parce que est-ce que toi, tu n'as pas quitté un monde amateur quand tu étais jeune? À ce moment-là, c'était différent d'actuellement. En plus, ça fait ton regard de jeune, en fait, du coup. Quand tu retrouves ce monde amateur-là, tu as connu le monde pro, tu te dis, bon, bah, je vais retrouver ça, mais en fait... Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Après, bon, quand j'étais jeune, j'avais 15 ans. Quand je pars de chez moi, j'avais 15 ans quand je vais à Toulouse. Tu vois, donc j'étais très très jeune. Hein. Donc il n'y avait pas d'affaire d'argent, de jalousie, on était des gamins. Mais c'est vrai que là, de voir ça, alors ça dépend les clubs, mais je parle en global, parce que j'ai fait quand même pas mal de clubs dans le monde amateur, j'en ai fait 4 ou 5. Et c'est vrai qu'en globalité, j'étais très très surpris de ce milieu-là, comment c'est. Je pensais vraiment pas que c'était comme ça. Après, le foot a évolué. Le foot a changé, on va pas faire les vieux cons, les vieux anciens, mais je sais qu'il est d'accord avec moi. Mais comme il te l'a expliqué, avant il y avait des anciens qui disaient Geoffrey va prendre la cage, Geoffrey va faire ci, va faire ça. On y allait direct, on le faisait. Moi j'allais quand j'étais à Toulouse, donc je m'entraînais avec la première, mais j'arrivais une demi-heure avant sur le terrain, je préparais la séance avec les jeunes. Maintenant tu vas dire à un jeune, un amateur ou un pro, tu vas lui dire ça, il va te dire t'es malade ou quoi, il va dire casse-toi de là, je fais rien, tout ça. Et même en amateur, c'est comme ça que ça se passe. Moi je vois, il y a on est beaucoup d'anciens dans mon équipe. Mais parfois c'est nous qui portons le but et tout, et je vois les jeunes ils portent pas. Et ça c'est des choses, on n'a pas été éduqués, élevés comme ça. On n'a pas été comme ça. Et c'est des choses qui me conviennent pas, qui me choquent. C'est le mauvais côté du truc. Non mais c'est important de le souligner. Ah ouais. Tu as souvent dit, et tu viens de le dire, que Pascal Fenouilloux c'était le meilleur joueur avec qui tu joué. Pourquoi? Parce que c'était inné. C'est ce mec-là, quand il avait décidé de te faire gagner un match ou d'être bon, il te faisait rêver. T'as des anecdotes? Bah ouais, moi je vais t'en donner une toute simple en fait. On était un peu dans la difficulté avec Saint-Etienne. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, un déclic peut-être, à force de parler, d'entendre. Et un jour il arrive, il dit bon les gars, aujourd'hui je vous fais gagner, c'est bon, j'en ai marre, à chaque fois je me fais huer, je suis pas bien, hein, je vous fais gagner. Ouais, Pascal, ça fait 1 an que tu me dis ça, alors qu'à l'entraînement il te fait des trucs sur une feinte de corps, sur un crochet, un geste technique, il t'élimine les 2 mecs, mais comme ça, alors que toi c'est une concentration de dingue, faut pas. Lui il te faisait ça comme si c'était tu vivais à Siro à l'eau, quoi, tu vois. Et il arrive, il te dit ça. Et nous on dit ok, ben Pascal, on compte sur toi. Et en fait, ce match-là, tu arrives à la mi-temps, tu mènes 3-0, il t'a marqué 2 buts, il t'a fait une passe D. Donc c'était que quand il avait envie. Et quand il avait envie d'être fort, il était très fort. Il était même au-dessus. Pour moi, il avait rien à faire en Saint-Etienne et il avait rien à faire en Ligue 1. Benjamin, tu as un peu connu ce style de joueur, même s'ils étaient jeunes, Andy Delors, TJ Savanier. Ouais, c'est différent. Après, celui qui se rapprochait plus de Feindouno, qui en avait un peu le même, c'était Fodé Massaré. Ah oui. Fodé. Non, il joue à Montpellier, après moi j'étais à Toulouse avec lui. Et très très fantasque et pareil. Quand il voulait faire avec nous, c'était marrant, c'est pas une anecdote, mais en fait, il faisait des matchs, et des fois il faisait des trucs de fou, on comprenait pas. Ouais. Et je sais pas pourquoi, chaque fois qu'on jouait le PSG, il faisait des matchs de malade mental. Contre Heinze, il avait Heinze rencontré, il se motivait. Et il y a des, on le voit dans les best-of des fois, Toulouse PSG, tu regarderas sur internet, il y a un match, je crois, il dribble 6 joueurs, il dribble 6 Parisiens. Et il est si parisien, il dribble et tout, il arrive, il met plat du pied à l'endroit. Et chaque fois contre Paris, il faisait des matchs de malade. Et c'est un peu le même genre de joueurs, ils sont pas constants, mais quand ils veulent, ils ont le truc, ils te font gagner le match en plus. C'est le meilleur avec qui tu as joué aussi? Non, c'est pas le meilleur, parce qu'il n'était pas assez régulier. Ouais. C'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur avec qui j'ai évolué, il y en a pas mal. Mais il y avait Stéphane Dalmat, qui arrivait de l'Inter, qui arrivait chez nous, qui était franchement, c'était très très costaud, c'était puissant, rapide, technique. Il y a un cocktail là, non? Et après, il y en a pas mal après. C'est pour Régis.
Il y a vodka. Oui, c'est ça, vodka, ouais. Pour Régis. Mettez-moi du gin un peu. C'est filmé, les gars? 11h. Alors maintenant, à tous les deux, je vais vous poser différentes questions, vous répondez, et puis c'est réglé. Chacun notre tour ou en même temps? Chacun votre tour. Là, c'est pas un quiz. Et c'est toi qui décide qui répond? Comme vous voulez. Allez. Geoffrey, dans quelle équipe t'aurais aimé jouer? Vas-y, réponds. En rêve ou que tu penses que j'aurais pu aller? T'aurais pu aller. Oui, même en rêve, même en rêve. J'aurais pu aller? Ouais. Franchement, à Barcelone. Ah ouais, non, mais... J'avais pas le niveau, c'est pas ça que je te dis. Hein. Mais moi, le club que j'aime depuis toujours. Et pour ceux qui pensent que parce qu'il y a Messi, Bidule, Nanani, que c'est du à Barcelone, je sais pas quoi, mon joueur modèle, quand j'étais jeune, c'était Risto Stoichkov. Donc pour te dire, rien à voir avec, et pourtant il y avait des Romario, il y a eu tout ce que tu veux, les Ronaldo à Barcelone. Moi, mon modèle, ça a été Risto Stoichkov. Et quand il arrive à Barcelone, j'ai tout regardé les matchs de ce mec-là. Parce qu'il avait du tempérament, il était gaucher. C'était pas le mec qu'on parlait le plus à Barcelone. Calvici. Aussi, il commence à perdre ses cheveux. Quoique non, moi j'en avais encore beaucoup. Mais tu vois, je me suis identifié à lui en disant, voilà, c'est un mec comme ça que je veux être. Il a quelque chose, mais il a en plus ce tempérament. Et en fait, de là, je suis parti à aimer Barcelone. Voilà. Ouais, on est tous les deux fans du Barça, donc moi c'était le Barça, ouais. Le Barça d'Iniesta, Xavi et tout, je me voyais bien devant eux, tu vois. Juste derrière eux. Je suis devant eux là, je te dis. Derrière même l'entraîneur. Tribune, ou à la télé, je me voyais bien. Je regardais ça sur mon canapé. Non, c'est le rêve. Moi j'avais un petit idole qu'on me demandait, je regardais ses vidéos, c'était Saviola à l'époque. Javier Saviola, parce que c'était un petit peu le même gabarit, même format que moi. Et je regardais beaucoup sur ses cassettes, ses trucs. Allez, je vais reprendre avec toi. Quel défaut t'aurais aimé plus travailler pour être encore meilleur? Ouais, moi, le gros défaut que j'avais, je suis dégueulasse, c'est le jeu de tête. Le jeu de tête, je suis catastrophique, j'ai jamais marqué de la tête. J'en ai loupé, j'ai fait des bêtisiers à cause de mon jeu de tête. Ouais, j'ai fait un match, je suis sur YouTube, c'est une honte. T'avais gagné 2000 € à Vidéogag à l'époque, sois content quand même. Et si tu regardes, je t'enverrai la vidéo, tu regarderas, tu vas rigoler. Enfin, rigoler, moi je suis pas rigolé sur le coup, mais ouais, le jeu de tête, c'est catastrophique. Ouais, mais pareil, mais moi après c'est même pas une question d'eux, c'est que moi j'ai jamais voulu le travailler parce que j'avais ni le gabarit, ni la détente, ni rien, donc en fait je me suis consacré sur ce que je savais faire, mais le jeu de tête, ouais, c'était catastrophique. Je crois que j'ai dû, toi tu parles de pas marquer, je crois que moi j'ai dû gagner un duel en 20 ans, donc tu vois, rien à voir. Enfin voilà. Le meilleur joueur contre qui vous avez joué? Alors en confrontation directe, moi celui qui m'a mis la misère, je l'ai joué que 2 fois, hein, parce que c'était un match de Coupe d'Europe, c'est Daniel Alves. Quand il est assez. Et pas que en confrontation directe, le mec, dans n'importe quel poste, contre qui t'as joué, qui t'a vraiment impressionné? Riquelme. Ah ouais. Riquelme, alors ça paraît fou parce que j'en ai connu plein, mais. Manchester en plus. Ouais, voilà, mais Riquelme en fait, il faisait tout à Villarreal. Quand on a joué contre Villarreal, on a eu les 2 confrontations. C'est un mec qui courait pas beaucoup, mais alors dès qu'il avait le ballon, c'était impressionnant la qualité technique, la vision du jeu et les passes qu'il mettait. Et il courait pas beaucoup, hein. Il avait une zone attitrée, mais il savait se déplacer, il était tout le temps tout seul et derrière c'était un régal technique. Un régal technique. Et c'est pour ça qu'en fait Villarreal passe et même faisait des belles saisons, c'était grâce à lui. Il y avait Forlan devant, mais Riquelme c'était le métronome. Et Villarreal sans Riquelme c'était plus Villarreal, quoi. Donc oui, lui il m'impressionnait vraiment. C'est toi le dis. Alors moi, il y en a un, c'est un match de gala, donc c'est pas un match vraiment officiel et tout. C'est un match Jean-Michel amical. Larquet. Ah, c'est match amical, mais non, un vrai match amical. Il y avait 40 000 personnes à Canal le match et tout. Vraiment, quand même le match où ça se donnait de fou. Et bah, c'est mon idole de toujours, Zizou. Je jouais contre Zizou, j'étais contre Oh ouais, c'est Zizou, je ne rigole pas. Pardon. Oh là, non, je pas fait que. Ah ouais, non, mais oui, c'était moi Zizou, j'avais l'appareil photo sur le banc. Je veux dire, j'étais le premier mi-temps, je suis sur le banc, j'avais l'appareil photo, c'est rare. Et après, vraiment, un match officiel, celui qui m'a. C'est pas le plus fort, mais celui qui m'a le plus impressionné, franchement, c'était Ibra. Ibra, il m'avait impressionné parce qu'il dégageait tellement de trucs sur un terrain. Il avait joué en marchand, il nous met doublé ou triplé, il nous met au parc. Mais tu le voyais, il gérait toute son équipe, il gérait l'arbitre. Quand il voulait. Le stade, tout. Non, mais sérieux, c'était incroyable. L'image avait fait le tour du monde quand il mettait un coup. C'est le match, ce match-là que je te parle, c'est le match où une fois, il va en plein match, hein, il a soif. Il va sur le bord du terrain, Oui, l'arbitre lui dit d'entrer. il va boire, il sort du terrain, il prend sa bouteille d'eau, et moi je suis à côté, en fait je vais rentrer à ce moment-là moi. Et l'arbitre regarde, il dit vous pouvez pas sortir du terrain comme ça. Il regarde l'arbitre comme ça, je suis à côté, il fait ah, tu veux boire? Il dit tiens, et il lui met de l'eau un peu comme ça à l'arbitre.
Il rigole comme ça. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Il n'y a pas de règle pour lui, il n'y a rien. L'arbitre, il a rien dit. Et j'étais fou, j'étais choqué. Mais sur le terrain, il était au-dessus. Il était trop fort. Déjà physiquement, c'est une Golgoth. Puis il nous met 2 super buts. Après, dans le jeu, il gérait tout. En fait, dès qu'il y avait Thiago Silva, il avait le ballon. Mais il disait à Thiago Silva, tu la mets là, tu fais ça. Je le regardais. Je disais, il m'a impressionné. Après, il y a d'autres joueurs. Mais lui, c'était vraiment. C'est pour tout, en fait. Le joueur et l'aura qu'il avait, ce qui dégageait. Rien que ça. Moi je l'ai vu à Brest pareil. Tu as juste à regarder, il y a un truc. C'est vrai, hein. C'est fou. Moi je te parle purement technique ou quoi, mais c'est vrai qu'Ibrahimovic, il arrive. Bon, t'as compris en fait. Ouais, t'as compris. Je te jure, t'as des gens comme ça en fait. Autant tu peux voir Thiago Silva, c'est Thiago Silva hein, quand même, tu vois. Mais Ibrahimovic, il arrive. Parce qu'il a un mental aussi, il a un charisme, il a un mental. Vraiment. À ce qui paraît, ce match-là, on en prend 4. Hein. Et à la mi-temps, il y avait 2-0. Et j'avais un ami qui joue au PSG. Le gardien Nicolas Duchesne, et il vient me voir à la fin du match, il me dit à la mi-temps, il m'explique, à la mi-temps, Ibra s'est levé, il me dit, il a insulté nous, toutes nos familles, il nous a tous insultés, il a dit, il nous a manqué de respect à nous parce qu'on était nuls, il a dit, mais contre des joueurs comme ça, il doit y avoir 6-0 à la mi-temps, même, il leur avait dit, même mes enfants, ils jouent mieux que vous, à ses coéquipiers, alors qu'il y avait 2-0. C'est Nico Duchesne qui personne dit, il n'y en a pas eu qu'à moucher, parce qu'il y a une mouche, il lui met un aikido, il lui met ça, personne n'a rien dit. Et Nico Duchesne, il me dit c'est Ibra. Il me dit et par contre Ibra, je lui dis viens un barbecue demain, il va venir, il va rigoler, on va se régaler. Ça c'était Ibra. Le joueur que vous auriez aimé être? Si, il y en a un. Franchement, Il va dire lui, Adel Testar, il va dire je suis bien moi-même. ouais, j'avais toutes les qualités pour devenir un grand joueur. Après, non. Honnêtement, je vais même te dire un truc. J'aurais jamais été ce joueur-là. Et j'ai même un grand regret, c'est que ce joueur-là n'a jamais été Ballon d'Or. Parce que c'est un régal à regarder, c'est Iniesta. Iniesta, c'est un plaisir de dingue. Et c'était pas mon joueur fétiche, hein. Mais tu vois, c'est petit gabarit, c'est pas le plus costaud. Mais moi, il m'a fait. Et tu vois, si je devais être un joueur, je te dirais lui. Voilà. Ouais, mais pareil, parce qu'après on a les mêmes, tu vois, on a un peu le même gabarit, on a le même football un peu, Geoffrey. Et moi, c'est Iniesta qui fait rêver à Iniesta. Non, en taille, je parle en taille. Ah, pardon, autant pour moi. On parle pas capillaire, on parle en taille. Ça y est, il est ouvert avec salon de coiffure, il va me. Non, ouais, Iniesta, mais Xavi aussi. Xavi, c'était exceptionnel. Cette équipe-là, ce milieu de terrain-là, il m'a fait rêver. Moi, j'adorais. Je me projetais avec eux. Parce que je parle de la coupe de cheveux, mais on voit Régis aussi à la caméra ou pas? On va le Parce que tourner, c'est pas terrible. ouais, Là, il y a des. Je peux lui Alors, faire je sais une pas si vous l'avez au truc, mais il y a des trucs qui dépassent de Ah ouais, haut. je Bonjour, il se monte quand même, non? Ça peut venir au bas, il vient en faire des interview. contours de ouf. Moi, je me souviens, les mecs sont maquillés, c'est bien coiffé. Regarde-moi ça, le mec, il s'en bat les couilles. Le meilleur coéquipier que vous avez eu? Pas le meilleur joueur, le meilleur coéquipier. Dans quoi, dans Pied-Bonnard dans la... Ouais, le mec avec qui vous êtes le plus entendu, quoi, en fait. Quoi. Oh, c'est chaud. Moi, enfin, Le mec dans un groupe avec lequel tu t'entends, qui t'a poussé, qui t'a tiré. alors, tu vois, je vais te dire, le mec avec qui vraiment au début j'ai eu de. Alors, aujourd'hui, on se côtoie quasiment plus parce que la vie fait que. Mais c'était Mathieu Chalmé à Lille. On est resté 3 ans ensemble, on était dans la même chambre aussi. Et franchement, on a fait toutes les conneries du monde, on avait les mêmes délires. Et on a évolué chacun. Après, moi, je suis parti à Saint-Étienne, il est parti à Bordeaux, il a été champion de France, ainsi de suite, il a eu sa carrière. Mais Mathieu Chalmé, ouais, c'était le mec avec le. Ouais, complètement. Et t'as me dit? Geoffrey Vernis. Oh, c'est mignon. C'est beau. C'est mignon. Là, RC Wag et tout, on a bien matché et tout, mais après, il y en a tellement. C'est compliqué, il y en a tellement. Je peux pas te sortir un mec. Honnêtement, je peux Si, tu l'as fait, c'est très bien. Vas-y, enchaîne avant que tu changes d'avis là. Question technique. Qui est le plus technique des deux? Ouais, Geoffrey quand même. Ouais, moi. Franchement, les gauchers, c'est toujours plus technique. Qui est le meilleur devant le but? À l'époque, j'étais pas mal, j'étais réputé pour ça à l'époque. Mais maintenant. Bon, allez, on lui laisse, on va lui faire Moi. plaisir. Qui est le plus rapide? Moi. Tu veux dire quoi? Le mec À l'heure actuelle ou pose pas les ça questions, dépend. c'est moi. À l'heure actuelle Moi, je sais que j'allais vite quand j'étais. Moi aussi, j'allais vite quand j'étais j'étais jeune. Ouais. Après, maintenant, on fait 100 mètres. Chaud. Mon record sur 100 mètres, Alors c'est attends, 80 je vais mètres. chercher le Maboué parce que j'aime bien, tu mets la musique d'Alerta Malibu et rien dit là. Le plus chambreur? Oh, moi. Ah, je suis pas mal aussi. Hein. Il est bien, Ah, je suis mais pas mal aussi. en fait, ce qui est bien, c'est qu'on s'est trouvé parce que là, on parle de nous, mais au Gros du Roi, tu vois, hors antenne, on te racontait des anecdotes où moi, je savais que je pouvais le taquiner. Je sais qu'il avait un répondant différent du mien, mais on aime beaucoup Chambray. Ouais, Ouais, il est on aime très beaucoup chambreur. Chambray. Le plus mauvais perdant?
Ah, Ah, lui. les deux. Non, non, Hein lui, attends, tu- non, non, attends. Non, moi, parfois, perdre, ça me pose problème, mais pas au point de toi. Ah, Non, après moi, je toi, le tu prends. vas Ça, loin. pour moi, c'est une Toi, qualité, tu ça. vas loin. Lui, il est capable de me reparler la semaine d'après, tu vois, c'est un truc de dingue. Mais non, lui, Un an et demi après, il faut qu'on oui, règle. d'ailleurs, ouais. Mais non, lui. Ça, moi, ça, c'est une qualité pour moi, attention. Non. Si je vous dis une image dans votre carrière, laquelle vous vient en premier? Ah le trophée. Le trophée à la Comédie et le champion de France, voilà. Toi, le trophée à la comédie. Ah bah oui, ah ouais, loin devant même. Ah oui. Et moi, la gare Lozère sur la place Et de lui, l'ensemble. lui, sur la Comédie, en train de Après le passage, au très dernier, bravo, bravo. en train de m'ovationner. Enfin, Dans une image, moi, j'ai eu la chance de marquer l'un de mes premiers buts en Ligue 1 le jour de mon anniversaire, de mes 20 ans. Ça, beau, c'est cool. Contre qui? ça c'est beau. Contre Strasbourg. Au but? Ouais, face à face, Penalty, pour te comme rentrer. Ouais, face à face. Après, ce qui est ouf, c'est le journaliste qui m'avait dit ça à la fin du match. J'ai marqué à la 20. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de batterie, les gars? On a trop Bonjour, parlé? Lolo. Ah, t'as vu? Je l'ai vu. Je marque à la 20e journée, le jour de mes 20 ans, à la 20e minute, et le gars qui me fait la passe D, la numéro 20. Ah ouais. Lâchez les manas. Ils sont alignés là. C'est un mec, un journaliste qui m'a dit ça à la fin. Ça, c'est une image, ça j'ai bien kiffé. Et le match contre C'est une Zizou. belle anecdote. Et le match contre Zizou, c'est les deux trucs vraiment. Puis le but de la montée à Arles, parce qu'à Arles, j'ai mis les deux buts de la montée quand je te parlais. Il parle d'un truc qui t'en a sorti 5. Ah oui, il y a des ça. années. Ah oui, mais il a fait ça aussi. Ah, mais il y a Attends, que mais ça je t'ai pas après. raconté. Attends, il y a Il n'y a que ça après, il n'y a plus rien. Mais les deux buts de la plus de montée batterie. à Il n'y a Arles. plus de batterie, t'as dit, Ah, monsieur. c'est bon, Voilà. Ah. Bon, merci beaucoup, messieurs. Attends, c'était super Merci. cool. Ouais, merci, on Merci s'est à vous. régalé. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'être heureux et d'être en bonne santé. Merci. C'est ça, pareil. C'est ça. On se retrouve Pour tout le monde. tout à l'heure. Allez, on se voit tout à l'heure. Allez, Allez, merci beaucoup. merci.